Alors, La France est pâle comme un lys, le front ceint de grise verveine. Dans le massacre de ses fils, son sang a coulé de ses veines. Ses genoux se sont affaissés dans une longue défaillance. Ô Niobé des temps passés, viens voir la douleur de la France. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe et que la haine et discorde soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe. et voilà. Hey, tu m'enverras ça, Eric? C'est beau, hein? Ben oui. Où c'est que tu as pogné ça? Ben, sur YouTube, j'ai été sur Google, j'ai fait chansons de la révolte de juin 1848, puis ça me donnait une liste de chansons OK. de l'époque de vraiment 48 en France. OK. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça, c'était super beau. C'était Ouais, on mettre en lien aussi. ouais. Ouais. Une belle découverte. Belle découverte. Ouais. Bon, ben, bienvenue à cette capsule numéro 24 des Insomniaques. On est le 24 février 2023. 24. On a une thématique. Mon nom est Régent. Je suis en présence d'Éric. Bonjour, Éric. Bonjour, Régent. Aujourd'hui, on va mettre en place une capsule selon une méthode qu'on a parlé, Éric et moi, c'est-à-dire que au lieu de prendre un sujet dans son ensemble, ici, on va parler de la Deuxième République qui commence en février 1848, qui va se terminer avec le putsch, pas le putsch, mais le coup d'État de Napoléon III, le 2 décembre 1851, si je ne m'abuse. Au lieu de prendre toute l'histoire de la Deuxième République, on s'est dit, on n'aura jamais le temps, on n'aura jamais... ce qu'on va faire dans ce type de capsule-là et dans les autres, c'est qu'on va prendre un sujet en particulier, que ce soit la Deuxième République, que ce soit la Révolution française, que ce soit les Gilets jaunes et que sais-je encore. Et on va plutôt y aller par de petites capsules d'un sujet précis. Qu'on va appeler Regard sur 1848 ou peu importe, je ne sais pas trop. Il va y avoir plusieurs capsules qu'on va faire pendant les mois prochains et qui vont venir se greffer au sujet défini, comme ici, c'est la Deuxième République. Et ce soir, Éric a décidé de parler des assemblées nationaux. Les ateliers de Les assemblées, ça commence mal. Les ateliers nationaux. Parce que, oui. J'étais trop syndicat dans ma tête. Les ateliers nationaux en 1848 qui vont mener aux journées de juin, au massacre de juin. En gros. Oui. C'est ça, Éric? Oui, exactement, mais on ne parlera pas du massacre en tant que tel. Ça, je pense que ça va être une autre capsule qu'on va faire parce que c'est gros, là. Ouais. Déjà, vous allez voir, on va survoler certains événements entre-temps de 1848, parce que comme Régent a dit, il y a beaucoup, comme tu dis, Régent, excuse, il y a beaucoup d'événements qui se passent en dedans de ces mois-là, de février à aller jusqu'à juin, c'est passionnant. Là. Puis, on voulait vraiment axer aussi sur... mais moi, en tout cas, je voulais axer sur la classe ouvrière. C'est très important parce que, vous voyez, tu sais, on en a parlé un petit peu avec... on avait vérifié les barricades dans la Saint-Barthélemy, puis après ça, on a fait aussi au Moyen-Âge 1548. Et puis, il y a aussi, on a fait les canuts et les voraces, on en a parlé. Puis vous allez voir, c'est comme un cheminement, puis il y a comme une conscience qui est en train de se flatter chez l'ouvrier. Puis vous allez voir comment. Donc, si on veut commencer avec le contexte avant février 1848 ou pendant aussi,
Régent? Oui, ben moi, je me suis beaucoup basé sur plein d'écrits, mais particulièrement d'un livre que j'avais trouvé dans une librairie usagée qui s'appelle Le Printemps de 1848, que je t'ai prêté, Éric, Ouais. par Barret et Gurgan, édition XYZ, je ne me souviens plus. J'avais pris des notes dans le temps, en fait, parce que j'ai une amie avec qui on s'écrit sur toutes sortes de trucs, nos lectures, peu importe. Puis quand tu m'as dit que tu allais parler de ça, j'ai refouillé dans mes vieux courriels, puis j'ai trouvé des éléments que j'avais envoyés. J'aime bien lire et écrire des commentaires sur ce que j'ai lu. Pour commencer, le sujet des ateliers nationaux, une remise en contexte de l'époque. Quand on parle de misère de l'ouvrier, c'est une misère qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Je vais te donner quelques chiffres, Éric, que j'ai pioché dans le livre que tu as montré. On va prendre une ville comme Lille en 1847. On y dit qu'à cause de l'extrême pauvreté et du travail des enfants dans les usines, et là, le chiffre est hallucinant, sur 21 000 naissances, il en meurt 20 700 avant l'âge de 5 ans. Sacre. À Mulhouse, à Rouen, à Nantes, ce qu'on appellera un siècle plus tard l'espérance de vie est de 28 ans pour un enfant de manufacturier et de 19 mois pour un enfant d'ouvrier. Donc, un manufacturier, c'est un propriétaire. Le manufacturier, là, je ne sais pas ce qu'ils entendent par manufacturier, quelqu'un D'après qui moi, travaille c'est ça. dans C'est une... comme un sorte de propriétaire ou plus un cadre ou quoi de même, un petit peu plus Le haut. manufacturier, Ouais. je pense que c'est celui qui travaille à l'usine. Mais tu as l'ouvrier aussi. Non, ben oui, Non? en fait, là, tu me mets sur le spot, mais c'est correct. Mais quand même, 28 ans. Ben, en fait, ton espérance de vie est 28 ans si tu nais dans une famille de manufacturiers. OK. Le manufacturier, ça peut être celui qui travaille à la chaîne, celui qui travaille le tisseur, je ne sais pas OK. quoi. Et 19 mois pour un enfant d'ouvrier, ça, c'est son espérance de vie. C'est des statistiques qui ont été colligées à l'époque. Ces chiffres-là montrent les conditions de vie. On ne peut pas s'imaginer, c'est même plus le tiers-monde, on est... 19 mois quand même. Oui, ça, c'est l'espérance de vie. Il y en a qui vivent plus Hein? longtemps, il y en a qui vivent moins longtemps. Quant à ceux qui survivent, une statistique du ministère de la Guerre de l'époque en dit long sur leur état. Là, on parle de ce coin-là, là, Mulhouse, Rouen, Nantes. Sur 10 000 conscrits ouvriers, OK, il faut bien spécifier ouvriers, sur 10 000 conscrits ouvriers, 8 900 sont en moyenne déclarés inaptes et réformés. C'est-à-dire que physiquement, ils n'ont pas les capacités requises pour être embauchés dans l'armée, en sachant que même à l'époque, je veux dire, ils embauchaient à peu près n'importe qui. Là. Donc, tu es amoché en maudit quand tu es ouvrier. Là. Tu es vraiment dans au niveau survivance, clairement. OK? Bon, c'est par des chiffres comme ceux-là que naissent les révolutions. J'ai lu dans ce livre des discours de députés très concernés qui ne sont pas sans rappeler la réalité des Gilets jaunes. J'avais fait un espèce de... Est-ce que c'est pertinent ou pas? Quand ils parlent notamment du moment où la misère humaine devient si criante qu'elle amène ses victimes à réfléchir aux méthodes d'y mettre fin. En d'autres mots, quand la misère s'organise, se structure et se défend, le pouvoir est en danger. C'est ce qu'on va voir dans ce qu'Éric va raconter. Les gens sont ensemble, ils structurent, etc. Se rappeler aussi que 48, c'est la famine ouvrière en ville comme en campagne. L'hiver a été terrible et les dernières récoltes mauvaises. Le blé devient un outil de spéculation qui envenime le climat. Des émeutes de la faim éclatent depuis les dernières années dans les campagnes. C'est dans ce contexte-là que vont se produire les événements qu'on va voir. Oui, exactement. Et les événements qui arrivent, rendus février 1848,
c'est la révolution qui emmène la Deuxième République. C'est une révolution, puis c'est drôle parce que ça commence, je crois, le 23 et ça finit le 25. Donc, on est le 24, on serait comme dans la deuxième ou la deuxième ou la troisième journée de révolution qui n'a pas été si sanglante que ça. Là, on La va dire. révolution en tant que telle, non, hein, c'est ça? Non, parce que comme Régent, comme tu disais, Régent, c'est que tu as une pauvreté, tu as beaucoup de famine, le peuple souffre. Fait que tu as des bourgeois qu'on dit de gauche, des républicains qui prennent avantage de cette grogne-là pour pouvoir prendre contrôle du gouvernement. On a une monarchie constitutionnelle et une chambre des pairs qui est comme l'Assemblée nationale, mettons, du temps, mais c'est que le gouvernement perd le contrôle de la situation et le roi constitutionnel, Louis-Philippe Ier, doit abdiquer. Okay? Il n'y a plus rien qui marche pour le gouvernement. Il y a une série d'événements qui amènent à ça. Oui, et ça fait en sorte que la bourgeoisie, en ralliant la classe ouvrière, en ralliant les paysans, etc., prennent contrôle, mettons, de Paris et déclarent la Deuxième République. Puis on va très, très vite. Hein? Puis il y a un gouvernement provisoire qui va être nommé. Là, je viens couvrir mon PowerPoint. Ça va être important. Donc, on va partager. Je crois que c'est lui. PowerPoint Live. Et voilà. Vous le voyez bien. Bon, ça va apparaître. Ouais. Et voilà. Donc, ici, on a les ateliers nationaux. Bon. Et puis, M. Alphonse de Lamartine. Et vous voyez ici tous ceux qui faisaient partie du gouvernement. Il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place. OK? Là, pour juste expliquer les journées de février 1848 qui emmènent à la République, on aurait une capsule en tant que telle. Parce qu'il y a comme la force ouvrière avec des gens comme Auguste Blanqui, Barbès, etc. Ça, c'est tous les groupes. On en a parlé un petit peu sous les canuts, etc. C'est des sociétés secrètes qui bâtissent en dedans de la classe ouvrière des cellules d'intervention, des cellules qui sont prêtes à faire la révolution. Puis, vous avez Alphonse de Lamartine qui fait partie de la bourgeoisie, etc., qui prennent le contrôle. Et puis, les deux se rencontrent et avec ce gouvernement provisoire-là, il va y avoir des gains qui vont être donnés à la classe ouvrière. C'est minime, mais c'est comme des gains parce qu'on déclare premièrement le suffrage universel qui va avoir lieu quand le temps va être opportun pour faire des élections. Censitaire, hein? Non, il n'est pas censitaire parce que là, en ce moment, il était censitaire sous la monarchie de Juillet, qui est la monarchie constitutionnelle qui nous a débarqué. C'était un vote censitaire, puis ça a toujours été un vote censitaire depuis la Révolution. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça dépend du nombre de cash que tu as qui te donne le droit de vote. OK? Ouais. Et là, ce gouvernement provisoire-là va abolir ça et dire que ça va être le suffrage universel. Et des gens comme Auguste Blanqui, puis ça, je veux que vous vous rappelez de ça. OK? Auguste Blanqui, on peut les considérer, mettons, les gars de gauche, OK? Les socialistes. Parce qu'oubliez pas, vous avez le communisme, socialiste, ça commence à se développer. Il y a Marx qui a déposé, je pense, c'est en 1840, son manifeste communiste. Vous avez Proudhon qui a écrit Qu'est-ce que la propriété? Proudhon qui est le précurseur à l'anarchisme, à l'anarchisme qu'on connaît, là, qui se développe au 19e siècle. Donc, Auguste Blanqui, qui est un républicain, un fervent révolutionnaire, dit à Alphonse de Lamartine puis au gouvernement provisoire, ne faites pas, ne lancez pas les élections tout de suite avec le vote universel masculin, on va dire, là, c'est pas féminin, là, c'est masculin, mais le vote universel, faites-les pas tout de suite, car le peuple n'est pas prêt pour ça. Il faut les éduquer, sinon on va se ramasser avec un gouvernement qu'on ne voudra pas et on va reculer dans la révolution. Puis Auguste Blanqui disait, gars, oui, c'est comme une sorte de dictature du peuple qu'on va faire,
mais il faut les faire pour pouvoir éduquer les gens pour que quand ils vont prendre un choix, il n'y aura pas d'influence externe, d'influence qu'on ne veut pas. Mettons, la religion, les aristocrates, les bourgeois, etc. Là, mais bien sûr, de Lamartine dit non, puis c'est instauré, et les élections vont se passer en mars. Mais avant ça, puis là, ça va très vite en février. On déclare la déclaration du droit du travail de Louis Blanc. OK? Premièrement, ils vont bâtir la commission du Luxembourg. Ils vont créer la commission du Luxembourg. OK? Il y a Louis Blanc qui fait cette déclaration. Le gouvernement provisoire de la République s'engage à garantir l'existence des ouvriers par le travail. Il s'engage à garantir le travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Mais Louis Blanc, ce qu'il a en tête, c'est une idée qui avait sorti en 1846 ou 1847, c'est les ateliers sociaux. Donc, tu fais des ateliers où les ouvriers se mettent ensemble et prennent le contrôle de leur travail. Donc, les chantiers, tout ça, appartiennent aux ouvriers, puis c'est eux qui vont le gérer. Là, tu tombes dans une sorte de communisme. Tu vois l'idée socialiste, l'idée de gauche, etc., qui s'installe. Ça vient de Louis Blanc. Des gens comme de Lamartine et le reste du gouvernement provisoire, là, je suis en train de pointer, mais je ne sais pas pourquoi, là, et du reste du gouvernement provisoire, c'est comme, OK, Louis Blanc, il dérange. Vous avez aussi un autre qui est élu, qui fait partie du gouvernement provisoire. C'est un ouvrier. C'est Alex Martin dit l'ouvrier Albert, qui est un très proche allié de Louis Blanc. Lui aussi est élu. Fait qu'on veut se débarrasser de ces deux-là, puis les occuper pendant qu'on prend des vraies décisions, puis les enlever du cercle décisionnel. Fait qu'il crée la commission du Luxembourg. OK. Et c'est là qu'il crée aussi pour contrer l'idée d'un atelier, des ateliers sociaux. Il crée les ateliers, je vais avancer ça. Juste pour préciser, Oui. Éric, Oui. La commission du Luxembourg, du Luxembourg, c'est créé par le gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire, il envoie Louis Blanc et Alex Martin. Un peu pour aller pelleter des nuages en pensant qu'ils vont... Oui, mais de l'autre côté, ils ont aussi mis des fonctionnaires, des bourgeois là-dedans. Fait que c'est comme, ils ont quand même un certain contrôle sur ce qui se décide là aussi. OK. Ils ont menotté Louis Blanc et la frange socialiste là-dedans. Comme ça, ils sont au gouvernement provisoire, mais ils ne sont plus avec eux en train de prendre des décisions. C'est comme aujourd'hui, on crée des comités pour... Et voilà. Des commissions comme parlementaires, des comités, etc. OK? Mais là, tu as dit, OK, ils ont créé les ateliers sociaux. Non. Louis Blanc, c'était son plan de faire les ateliers sociaux. C'était son plan, OK. Mais eux, ils créent les ateliers nationaux. Et avec ça, qui? Le gouvernement provisoire. OK. Donc, de Lamartine, OK. gens. Il nomme, là, il y a un Clément Thomas qui est nommé en charge de ces ateliers-là, etc. Je n'irai pas des noms, etc. Il y a un ministre du Travail, Marie, qui est nommé aussi, mais on n'ira pas dans ces détails-là, ce n'est pas nécessairement important. Mais aussi, ce que le gouvernement provisoire donne, c'est sous la pression populaire, le gouvernement provisoire prend de nombreuses décisions dans les jours qui suivent, notamment en ouvrant la garde nationale à tous les citoyens de 21 à 55 ans, moyennant salaire, aux chômeurs, plusieurs dizaines de milliers de Parisiens qui sont à Paris. Louis Blanc garantit par décret le 25, le décret que je vous ai dit, mais ça l'emmène les ateliers nationaux. Et le 2 mars, il donne la journée de travail de limite de 10 heures à Paris et 11 heures en province. OK? Fait que, il donne des bonbons aux ouvriers, mais vous allez voir c'est quoi les ateliers nationaux. OK? Fait là, on va embarquer là-dedans. Donc, je peux-tu juste, avant oui, de... vas-y. Bon, c'est une anecdote, mais quand le gouvernement de Louis-Philippe tombe puis qui crée le gouvernement provisoire, tu as Lamartine qui fait venir Hugo
pour y proposer la mairie de je ne sais plus quel arrondissement. Oui. Puis Hugo refuse. Hugo, qui est pair de France. Puis quand il refuse, Lamartine dit c'est dommage car vous auriez pu être à la fois père et mère. Oui, ça c'est bon. Ces écrivains, quand ils font de la politique, ils ne Oui, peuvent pas s'empêcher. Non, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être poétique et drôle. Oui. Donc, oups, ça, c'est un chat. C'est un chat. Excusez, le chat a été opéré, fait que est gelé sur ses médicaments en ce moment. Fait que, tolérez, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les ateliers nationaux. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne, les ateliers nationaux. Okay? Fait que les ouvriers chômeurs doivent se rendre à la mairie de leurs arrondissements avec leur certificat du propriétaire ou du logeur. Donc, où est-ce que son loyer, où est-ce qu'il vit, etc. Il faut qu'il fasse preuve qu'il vit à Paris. Okay? La preuve de résidence à Paris, c'est un certificat et il faut qu'il aille à la police du quartier. Puis, la police du quartier donne un billet d'admission aux ateliers nationaux. OK? Puis, là, c'est là que ça devient très intéressant. Donc, la structure qu'ils ont faite pour les ateliers nationaux, c'est une structure qui sont organisées militairement. Donc, c'est un embrigadement. L'embrigadement est fait dans les mairies d'arrondissement. Tu en as 12 à l'époque. Fait que tu as 12 mairies d'arrondissement, puis selon le nombre de population que tu as. OK? OK? Fait que donc, ça commence par une escouade de 11 ouvriers qui sont sous un escouadier. OK? 5 escouades forment une brigade sous un brigadier. 4 brigades forment une lieutenance de 225 hommes. 4 lieutenances forment une compagnie de 901 hommes et 3 compagnies sont sous la responsabilité d'un chef de service qui dépend du chef d'arrondissement. Là, vous avez comme une mini-armée d'ouvriers. Ouais. Rappelez-vous de ça. OK? Après ça, tu as les ateliers versus la garde nationale. N'oubliez pas qu'ils ont fait un appel que le monde s'engage en garde nationale. Fait que tu as des gardes nationales. Mais des ouvriers qui font partie des ateliers nationaux peuvent être appelés à faire la garde aussi. Donc, ils sont payés 2 francs par corps de garde qu'ils font. Fait que c'est un extra qu'ils peuvent se faire en aidant la garde nationale. OK? Les ouvriers des ateliers nationaux peuvent être appelés à descendre dans la rue pour soutenir la République. OK? Pourquoi? Donc, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que les ouvriers sont donc membres de la Garde nationale. OK? Donc, ça amène les effectifs de la Garde nationale de 56 751, Garde nationale le 1er février, à une armée de 190 299 le 18 mars. OK? Puis ça grossit plus. Là, ouais. Les ouvriers qui. OK, ça, je l'ai dit, les ouvriers qui ils ont 2 francs. OK? À partir du 7 mai, là, je saute, mais à partir du 7 mai, le gouvernement considère que l'Organisation des ateliers nationaux servait d'armée de réserve, puis là, check bien ça, pour la répression d'un éventuel soulèvement d'ouvriers. OK? T'endoctrines ces gars-là dans des brigades, puis après ça, tu vas les utiliser si les ouvriers se soulèvent. C'est comme fucked up, c'est tordu en maudit. Puis, qu'est-ce qu'ils font aussi? Là, tu as tes brigades, etc. Là, comme vous voyez ici, vous voyez la gravure. Là, c'est des chantiers. Là, je me dis, ça, c'est devant. C'est peut-être, je ne sais pas c'est où, là, exactement, mais je pense que c'est le Champ de Mars. Ils sont en train de faire le Champ de Mars. Ouais. OK? Ça, c'est, mettons, si tu avais des gros travaux publics. Pensez New Deal de Franklin Roosevelt. C'est à peu près ça. Les ateliers nationaux, mais là, ils font des travaux publics, là, il y a de la job, etc. Le seul hic là-dedans, c'est que, mettons, on arrive, OK, quand les ateliers nationaux commencent, etc., tu as à peu près 6 000 ouvriers chômeurs, OK, à partir du 15 mars. Le 30 mars, tu tombes à 30 000 chômeurs qui arrivent. Là, ça arrive de Provence. Ça commence à arriver de partout. Le 16 avril, tu es rendu à 64 000 chômeurs. Puis le 30 avril, tu es à 117 000. OK? Vous voyez ici,
c'est encore les ateliers nationaux. Là, il y en a qui attendent pour travailler. Là, tu n'as plus assez de jobs pour fournir à tous ces ouvriers-là. Fait qu'il y a du monde qui sont payés, ils reçoivent leur petite affaire, puis c'est peu là, ce qu'ils reçoivent. Là, OK? Autrement dit, Éric, il n'y a pas assez de jobs pour le nombre de chômeurs. Non, il n'y a pas assez de jobs pour le nombre de chômeurs. Fait là, le gouvernement est comme dans la merde. Là. Puis là, regardez, vous avez des petites affaires qui sont des ateliers. Ça, c'est des jetons que les gens avaient. Des médailles. Ouais, des médailles. Ici, vous avez comme un croquis qui a été mis dans des journaux. C'est comme le bourgeois qui s'en va avec l'argent, etc. Vous voyez comme la propagande qu'il y a aussi. Ici, c'est intéressant. Vous avez des petits bons pour un repas. Fait que tu ne les payes pas nécessairement avec de l'argent, tu les payes, mais ça va te donner un repas. Ça va te donner. C'est ça qui arrive. L'ancêtre des tickets resto aujourd'hui. L'ancêtre des tickets. Et voilà. Fait que vous voyez, c'est ça. Puis rendu en mars, tu commences, là, tu vas avoir l'élection au printemps. Ça, c'est en mars, 1848. Le suffrage est universel, comme on a dit. Puis il donne le pouvoir. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est Paris qui a été chercher la Révolution. Ça vient de Paris, le suffrage universel. Sauf que là, la province, ou dans les campagnes, c'est eux qui ont la balance du pouvoir. Parce que la population est là, elle est pas mal. En fait, elle a le pouvoir. Parce que elle a le pouvoir. Ouais. Et qui contrôle la population dans les campagnes? L'Église. Le monde, ils sont très religieux, ils écoutent encore l'Église. Tu as les bourgeois, tu as les propriétaires, qui sont les bourgeois dans le fond, tu as les aristocrates, les anciens nobles. Alors donc, qui gagne l'élection? C'est comme Blanqui a dit, les monarchistes, les bonapartistes et les modérés républicains ou les républicains du moment. Là. C'est les bourgeois, c'est les riches qui gagnent parce qu'ils contrôlent le vote. OK? Fait là, ça s'installe. Puis le nouveau gouvernement, c'est sûr, considère que les ateliers sont un horreur économique. OK? Ils sont trop coûteuses. Là, on va voir des citations. Parce que là, n'oubliez pas, là, les journaux commencent. Puis c'est l'opinion publique. Bien, vas-y, Régent, avant que juste avant, parce que. OK. Pour revenir au. Oui, je viens qu'à revenir. Les ateliers nationaux, ce qui agace aussi le pouvoir, puis tu l'as décrit un petit peu, tu sais, dans la misère, le pauvre peut s'organiser, etc. Mais les ateliers nationaux, quand ils ne travaillent pas, les ouvriers, ils font quoi? Ils se parlent. Ils s'organisent. Tu sais, tu l'avais dit. Ils échangent. Ouais. Ça va faire 3-4 fois qu'on va faire un rapport. C'est un peu comme ce qui s'est passé sur les ronds-points des Gilets jaunes. C'est que quand la misère, quand des gens échangent et ont plus honte de parler de leurs conditions parce que celui à qui ils s'adressent vit les mêmes choses, il se crée une unité, puis on s'organise, puis quand on détermine ensemble qui est l'ennemi, là, ça commence à devenir dangereux. Voilà. On est ensemble. C'est ça qui se passe dans les ateliers nationaux. Ouais. Les ouvriers s'organisent. On l'a vu avec les canuts, on l'a vu avec les Boras, on l'a vu même dans des soulèvements populaires du passé. Quand le peuple s'unit, il s'organise. Et quand ils peuvent se parler, ils se politisent. Puis là, on voit dans le 19e siècle, puis depuis, mettons, les Trois Glorieuses, mais même la Révolution française, mais mettons, les Trois Glorieuses de 1830, aller jusqu'à ce moment, l'ouvrier est toujours utilisé par la bourgeoisie pour ses soulèvements. Ouais. Mais là, c'est l'ouvrier qui commence à prendre conscience de sa condition sociale. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça fait peur à la bourgeoisie. Donc, la bourgeoisie commence par quoi? Ridiculisés, dans le fond. Ridiculisés dans les journaux, dans leurs études. Je voulais juste rajouter avant que tu ailles plus loin. Je ne veux pas te couper la parole. Parce que je te voyais partir. Mais un autre truc aussi, un autre phénomène qui apparaît et qui amène les regroupements de travailleurs, c'est ce qui était interdit sous la royauté, c'est les clubs. On va voir... On va voir une multitude de clubs se créer. Il
il va y avoir un club pour tout, le club des sabotiers, le club des suffragettes, le club de tous les métiers, mais tu as aussi des clubs bourgeois aussi. Mais juste te donner une idée, fin mars, il y a 250 clubs qui se sont créés à Paris. Quelques semaines plus tard, on en est déjà à 450. Tout ça, c'est des petites cellules, c'est des cours accélérés en politique, c'est un pacte, c'est l'ébullition. Ouais. Deux trucs. Voyons mes notes. OK. Oui, donc, la réalité des 110 000 inscrits aux ateliers nationaux amène une désorganisation du marché du travail. Oui. On a comme exemple les grèves des chapeliers, des tisseurs, des mécaniciens. Les gens vont refuser, ils ont maintenant quelque chose pour refuser les tarifs proposés par les patrons parce qu'ils vont s'inscrire aux ateliers nationaux. Fait qu'ils vont être payés. Fait que c'est une manière de subventionner leur grève par le gouvernement. Ils ont ouvert une petite brèche, puis ça s'infiltre comme ça. Il y a la prime l'impôt des 41 centimes aussi. Les campagnes sont en colère. OK, c'est pour les possédants, tous les maux économiques de la jeune République viennent, comme Éric le dit, des ateliers nationaux, là, une fois que après les élections de mars. Il ne faut pas oublier non plus que les campagnes sont en colère contre l'impôt des 41 centimes qui vont directement aux ateliers nationaux. Non, les possédants craignent cette colère des campagnes autant que celle des villes, de la ville. Mais comme on a vu dans de précédentes capsules, une révolte de la ville est beaucoup plus facile à contenir qu'une révolte paysanne. C'est ça. Ah, tout ça imbrique. Oui, tu vois, c'est 1 plus 1. Ouais. C'est ça. Donc, tu as un nouveau gouvernement. Le gouvernement tasse carrément le gouvernement provisoire. Puis c'est une commission gouvernementale qui s'installe. Et là, il y a des ministres qui sont nommés, etc. Le ministre Marie se fait tasser de la charge des ateliers nationaux. Et c'est le charmant Ulysse Trélat qui est nommé ministre du Travail. Il y a plein de ministres qui sont... Je donne Trélat parce que vous allez voir des citations. Et comme je disais, avec ça vient maintenant comme la propagande ou les dires de la bourgeoisie. Là, ça commence à les fatiguer, les ateliers nationaux. Là. Il y a trop d'ouvriers dans la ville. Pour eux, ils flânent. C'est du flânage. C'est inquiétant. La plèbe, ça l'inquiète, les riches. Ouais. Okay? Et je vais aller avec une première description de ça par M. Victor Hugo, le grand écrivain pour le peuple et par le peuple et tout ça. Puis, ses écrits, ses œuvres sont incroyables, mais quand on regarde les œuvres et la personne en privé, ce qu'il écrit, puis ça, c'est en privé ce qu'il écrit, ça vient de ses journaux, de son journal qui est les livres Choses vues. Puis, voici ce qu'il décrit des ateliers nationaux. Donc, ceci les caractérise, les ouvriers des ateliers nationaux, assez bien. Des hommes en blouse jouaient au bouchon sous les arcades de la place Royale, qui s'appelle aujourd'hui Place des Vosges. Jouer au bouchon, c'est un des travaux des ateliers nationaux. Un autre, en blouse aussi, dormait étendu le long du mur. Un des joueurs vient lui, le pousse du pied et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Le dormeur se réveille, se frotte les yeux, lève la tête et répond « Eh bien, je gagne mes sous. » Et il se recouche sur le pavé. Voilà ce que c'est les ateliers nationaux. Très sympathique. Ça, c'est de la mauvaise foi, mais solide. Solide. Mais on peut comparer à aujourd'hui quand on parle de chômeurs, de grévistes, les journaux, les journalistes, les chroniqueurs, surtout les chroniqueurs.
des politiciens. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Quoi? Pendant le printemps érable, la chronique de Richard Martineau qui s'insurgeait parce qu'il avait vu 2 carrés rouges boire de la sangria sur une terrasse. Oui. Ou tu avais Ron Fournier qui traitait les étudiants de bébés. Des Ouais. bébés, c'était d'un sport. Ah ouais. Après ça, les joueurs de hockey étaient en grève, fait que c'était tous des bébés. Tout le Ouais. monde était bébé qui revendiquait. En tout cas, c'était assez drôle. Ouais. C'est vrai que mais tu vois, ça a créé ça. C'est C'est les le mêmes. jet set, là. Le jet set, les artistes, tout. Là. Ouais. Tu sais, C'est le même mépris. Puis Hugo, moi, ça me fait mal, mais ça fait mal. écoute, Ouais. anyway. C'est des bourgeois, hein? C'est des Oui. bourgeois. Oui, mais il y en a plus. Puis je pense que Ouais. tu avais aussi un dire de lui quand il est en chambre. Mais Ouais. on va aller un petit Ben, peu. non, Ouais. je suis pas. Ça fait trop mal. Non, mais c'est qu'en chambre, le 21 mai, le 21, les ateliers nationaux sont révoqués le 22-23? Les ateliers nationaux, ça va être c'est le 20 juin, ils sont fermés définitivement. Ouais. Ah ouais, OK. Oui, Mais oui. une journée ou 2 avant, là, ils Oui. montent en chambre pour bon, c'est là-dedans. Là, j'avais mis une petite Ben, napkin sûrement, je pour. cherche. Oui, c'est ça c'est Hugo. Ça, c'est ses écrits officiels en chambre, etc. Ouais. Patati patata. Puis il va d'un discours où c'est de mauvaise foi. Il parle de l'honneur du travailleur, mais il y a une idée du travailleur, le bon travailleur qui ne rouspète pas, qui. Oui. Il- Le bon il- pauvre. Le bon pauvre, tu sais, comme, tu sais, qui chiale pas, qui est valeureux au travail et patati et patata. Puis il fait un monologue sur qui est rempli de mauvaise foi. Tu le vois que dans le fond, si je vais le dire, là, il méprise une certaine classe. En tout cas, ça transpire dans ses non-dits. Puis il va dire quelque chose comme avec les ateliers nationaux, on a voulu faire descendre la richesse, mais tout ce qu'on a réussi à faire, c'est faire monter la misère. Comme si la misère n'était pas là avant. Comme si les chiffres qu'on a montrés en 1947 ou en début de capsule n'existaient pas. Comme si les conditions des ouvriers n'étaient pas, avant les ateliers nationaux, étaient pas dégueulasse, misérable, pour prendre un mot qu'il connaît bien. C'est ça, ça fait mal, tu sais, tu lis ça, puis tu lis ses écrits, puis il y a deux mondes complètement différents. En fait, c'est un bourgeois qui ne sait pas ce que c'est travailler. Clairement. Puis ça continue, puis ça devient de plus en plus pire. Tu sais, on a ici Alphonse de Lamartine. Ces adeptes du vagabondage, là, il parle des ouvriers, là. C'est aigri contre la République. Ces hommes, à chaque instant, risqueraient de provoquer le désordre. Tu vois, la peur, là, ils ont peur parce que là, tu as une masse d'ouvriers. Ouais. Ils s'organisent, peut-être. Oublie pas, comme tu as dit, les clubs, tu as su, tu as ça. Ils voient tout ça, là. Le ministre du Travail lui-même, Ulysse Trélat, commissaire de la République, ministre du Travail public, cette armée nomade des ateliers. C'est assez débile. Et moi, ça c'est le meilleur, ça. Okay? Ça, c'est Frédéric Alfred de Falloux, le comte de Falloux, le fameux comte de Falloux, qui était journaliste aussi, puis qui était dans le gouvernement. Les ateliers nationaux sont un gouffre financier, un désastre moral. Une grève organisée à 170 000 francs par jour, soit 45 millions par an. Un foyer de fermentation permanente. L'altération la plus affligeante du caractère si glorieux et si fier du travailleur. Ah, c'est ça. Incroyable. Ah, ben c'est ça. Comme de fait, il sort des chiffres de 45 millions de francs, c'est extraordinaire. Je pense qu'il ment un petit peu parce qu'il y a eu des historiens qui ont sorti les statistiques là-dessus sur combien coûtaient les ateliers nationaux. Puis ça ne coûtait même pas 1% du budget du gouvernement de l'époque. En fait, c'est le chômage, la naissance du chômage, de l'assurance chômage. Et voilà. Premier essai, premier échec.
là, vous voyez, c'est ça. Puis vous voyez des. Puis là, c'est sûr qu'entre-temps, il y a le 15 mai, puis vous allez voir pourquoi c'est important le 15 mai. Je ne vais pas aller dans les détails encore, mais le 15 mai, il y a une grande manifestation populaire qui est partie par les républicains et la gauche, d'une certaine façon, pour réclamer que le gouvernement élu de la France vienne en aide au peuple polonais qui se font attaquer par des forces européennes. Je crois que c'est la Prusse puis la Russie, je ne sais plus, là. Je ne veux pas injure, puis ça, on vérifiera plus. Je n'ai pas vraiment vérifié. Là-dedans, il y a Blanqui, etc. Blanqui prend la parole devant l'Assemblée, parce que le peuple rentre dans l'Assemblée, prend la parole devant l'Assemblée, commence à parler de la Pologne, mais après ça, commence à parler de la condition de l'ouvrier, comment il souffre, comment il... c'est toutes les grèves qu'il y avait et les ateliers nationaux, etc. Et ça dégénère. L'armée est appelée sous M. Cavignac. Oui, Louis-Eugène Cavignac, le général. Puis lui, il va avoir des incidences plus tard qu'on ne parlera pas dans cette chose-là, mais c'est assez élevé. C'est dans cette manif-là qu'on voit, qu'on entend le superbe slogan du travail ou du plomb. Oui, du travail ou du plomb. Là, ça commence. Puis là, les bourgeois commencent à voir, oh shit, là, ça brasse. Donc, après que ça s'est réprimé, etc., c'est assez dispersé assez facilement. Le 16 mai, la commission du Luxembourg est supprimée. OK? Ça, c'est important. Là, je laisse sur Cavignac, là, mais ça va revenir. Là. Les inscriptions aux ateliers sont clos. Fait que là, aucun ouvrier peut se réinscrire, etc. Fait qu'on arrête ça là. Dans les journaux de la droite conservatrice au pouvoir, les attaques constantes. Là, ça part, puis ça part. Là, ça commence à attaquer les ateliers nationaux. Comme vous voyez, les dires de Fallou ressortent, etc. Après ça, le 30 mai, les moins de 3 mois de résidence à Paris doivent retourner ils ont l'ordre de retourner en province. Donc, vous sortez de Paris, vous êtes crissé dehors, si vous avez 3 mois et moins à Paris. Là, vous voyez, là, ça commence à... Ça veut dire comme, gars, va-t'en, puis arrange-toi. Là, la classe ouvrière, écoute, n'oubliez pas, là, il y a quasiment 117 000 ouvriers là, qui se sont organisés, qui sont dans des clubs, qui sont... C'est ça. Puis la grogne en monte. Là, c'est comme, il y a des dires, je pense que c'est Alexis de Tocqueville qui fait partie du gouvernement. Il ne fait pas partie du gouvernement, il fait partie du Parlement ou de l'Assemblée. Puis qui se promène, puis ils disent tout. Il y a Daniel Stern qui est très socialiste, Louis Blanc. Ils voient que là, c'est une marmite, puis là, elle commence à bouillir. Là. OK? Mais le gouvernement continue à frapper sur le clou, Et rendu au 20 juin, ils mettent fin aux ateliers. Les ateliers sont fermés définitivement. Ils nomment Cavignac en charge des armées de la Garde nationale. Puis n'oubliez pas, là, ils pensent qu'ils vont avoir des ouvriers qui sont dans la Garde nationale aussi de leur bord, etc. Là. Okay? Le 22 juin, après que les ouvriers, le 22 juin, élisent une délégation d'ouvriers, etc., qui vont voir le gouvernement pour là, parler, là, gars, là, ça ne va pas, on a des revendications, puis ils se font violemment rejeter par l'ordre du gouvernement, par des gardes qui sont là. Et l'inévitable arrive, puis là, Cavignac, c'est sûr, est en charge. Je vais aller avec une citation de M. Hugo, Victor Hugo, encore une fois. Rien n'est plus glaçant et plus sombre. C'est une chose hideuse que cet héroïsme de l'abjection où éclate tout ce que la faiblesse contient de force. Que cette civilisation attaquée par le cynisme et se défendant par la barbarie. D'un côté, le désespoir du peuple, de l'autre, le désespoir de la société. Ça, c'est dans ses écrits du journal. Puis ça, il fait référence aux 3 jours de juin, le soulèvement des ouvriers qui part le 22. Vous allez voir, je vais vous montrer ça vite, vite. Les barricades commencent à se lever. Les ouvriers commencent à faire des barricades. Ils prennent assaut les caches d'armes, les garnisons, etc.
Les barricades sont faites, sont en train de les bâtir, ils se battent contre les choses. Ici, vous avez au Faubourg du Temple, tu l'avais montré, je pense, une fois. Ouais, ça, Mais on l'a ressorti. c'est un premier daguerréotype, c'est l'ancêtre de la photographie. Oui, Ce qu'on voit, c'est les barricades d'arrière-garde. Ouais. Généralement, à l'entrée de la rue, tu as une méga barricade. Puis à l'intérieur des rues, tu as des barricades successives qui servaient à ralentir l'armée. Mais quand l'armée est rendue là, t'es fini. Ouais. Ici, on a toute la map de Paris, mais d'où est-ce qu'il y avait des barricades. Vous voyez les barricades qui ont été bâties. Ça, c'est du livre que Régent m'avait prêté. C'est assez intéressant. Fait que vous avez, mettons, la map, on la voit mal, là, mais vous voyez comme vous avez la Seine. Là, je suis en train de pointer, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais il y a la Seine. Dans le milieu, vous avez l'île La Cité. Mais c'est L'île surtout, La Cité. c'est ça. Et là, vous voyez toutes les barricades qui sont bâties. Sa rive gauche et sur la rive droite. Ouais. OK? Et bien sûr, Cavignac rentre avec les armées. C'est la tuerie. C'est un massacre total. Là, je n'ai pas sorti les chiffres. On en parlera dans une autre. Puis ici, j'ai sorti ça parce que c'est drôle. C'est ça qui arrive. Les ouvriers sont pris. Il y en a beaucoup qui sont capturés puis passés après ça. Il y a des exécutions sommaires aux Tuileries, entre autres. Je l'ai mis dans le livre gratuit, mais si vous pouvez lire. Ouais, je l'ai. Ça, là, c'est un gars qui a vécu. Il a été capturé le premier. Mets-le au centre pour bien le voir. Au centre, oui. Ouais. Ça, c'est François Pardigon. Puis, c'est ça. Ce gars-là, il a écrit, c'est un gars qui a vécu les barricades. Il venait d'un des clubs d'étudiants qui a participé avec les ouvriers aux barricades. Lui, il était du côté du Panthéon. C'est ça. Lui était à sa rive gauche. Fait que ça tombait à Est-ce que tu peux donner le nom de l'édition qui est vraiment intéressante? Vous voyez ici, vous avez la fabrique. La fabrique, on voit. Mets-le au centre. Ouais, c'est les éditions de la fabrique. Ouais. Ça, là, la fabrique, les amis, là, c'est une maison d'édition anarchiste. Fait que, mais vous avez un paquet de livres, tous les écrits. C'est la Révolution française. C'est incroyable la panoplie de livres qu'ils ont. Fait que je vous dirais, allez sur leur site, puis c'est incroyable. J'en ai plein de livres d'eux autres. Là. Ouais. Fait que vous voyez, les ouvriers, ils se font capturer, ils se font exécuter, ils se font déporter. Ouais. C'est un précurseur à ce qui va se passer. Puis, juste comme ça, comme anecdote, après, c'est que ça, c'était en juin 1948. En 1949, le gouvernement qui a été élu, etc., décide qu'il va y avoir un président. Il emmène l'aspect de présidence dans la Deuxième République. Et le premier président qui va être élu, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Et en 1851, mais Louis-Napoléon fait son coup d'État parce que son mandat de président est fini. Puis là, on lui dit maintenant, il doit un mandat. Fait que lui, il décide, ben, OK, il fait son coup d'État, tasse le gouvernement, tout ça. Et M. Victor Hugo monte aux barricades. Tous les bourgeois montent aux barricades, ça n'a pas d'allure, puis ils se retournent, puis il n'y a aucun ouvrier avec eux, ou peu. Puis là, ils se demandent, mais pourquoi sont-ils pas là? Mais rappelez-vous tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, et n'oubliez pas ceci. C'est les bourgeois qui ont fait ça. C'est la République qui tire sur son peuple. Ils n'ont jamais oublié ça, les ouvriers, pour cette shot-là. Il ne faut pas oublier que Louis-Napoléon Bonaparte avait écrit le livre contre le paupérisme. Ouais, la fin du paupérisme. Ouais, les ouvriers l'aimaient bien, ils vont le regretter plus tard. Ben, il y a toute une... là, il faudrait rentrer dans... C'est infini. C'est parce qu'après, tu as toujours les bonapartistes qui restent. Il y a le mouvement bonapartiste qui reste tout pendant le Louis-Philippe. Puis on va les voir des fois s'allier curieusement avec des républicains, etc. Ouais. Tout est mélangé. C'est tout contre Louis-Philippe. C'est intéressant. Bon. Puis c'est ça. En fait, c'est les nostalgiques du Premier Empire. Puis pour vous démontrer qui sont ces soldats-là, mais c'est sûr qu'ils ont été chercher des soldats à l'externe de Paris. Fait que c'est où qu'ils ont été chercher en Provence, dans les campagnes et dans les autres villes.
comme ça, il agirait, puis tu as la propagande anti-ouvrière, anti-insurgée. Puis, ici, ça ne vient pas nécessairement des livres de Jules Vallès, mais Jules Vallès en parle dans ses livres. Jules Vallès, c'est qui? Mais c'est l'éternel bachelier, l'éternel gars que. Il a fait le cri du peuple pendant la Commune. C'est un gars de gauche, a toujours combattu pour l'ouvrier, etc. Puis ça va y rester imprégné 48. Mais dans ce temps-là, il y a 16 ans. En 48, il y a 16 ans, oui. Il sort de l'école. Il va devenir bachelier bientôt. Et il est à Nantes. Puis à Nantes, il y a des places de recrutement. Il y a des centres de recrutement pour envoyer les gens, les recruter dans la Garde nationale, pour les envoyer, pour combattre les insurgés de Paris, là, les méchants qui attaquent la République à Paris. Puis ici, c'est à Nantes, OK? Vallès, 16 ans, et ses amis veulent s'enrôler pour la défense de la République. On leur demande, et que voulez-vous faire à Paris? Mais là, ils se regardent tous. Puis, nous battre pour sauver la République. Laquelle? Il n'y a qu'une, celle du peuple. Vive le peuple de Paris! Ça, c'est du Vallès, OK? Ça, c'est purement. Les recruteurs les refusent et les accusent d'être des criminels comme les insurgés. Donc, Vallès va donc sur les quais de Nantes et invective ceux qui quittent pour se joindre aux armées de Cavignac. Et il finit en disant « Allô les Blancs! Allô les Bleus! Victoire aux Rouges! Vive l'insurrection parisienne! » Puis ça vient du livre de Max Gallo ici, qui avait écrit comme... C'est une belle entrée là, pour... c'est sur... Au centre, mais là au centre. Au centre, oui. Et voilà. Oui, je l'ai aussi, celui-là. Oui. Très intéressant, mais ça, c'est des dires d'un des amis de Vallès qui était témoin avec lui, qui avait été avec Vallès. Vallès aurait fait ça. Il y a 16 ans. Puis tu vois, ça va l'imprégner juin 1848 par après, parce qu'il va toujours vouloir écrire un livre sur ces ouvriers-là. Mais finalement, ça va donner la trilogie. La trilogie de l'enfant qui est parle de son enfance. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. Incroyable. Ça, c'est ça. Vous avez le bachelier. Puis là, je ne l'ai pas amené avec moi, là, mais il y a aussi l'insurgé, qui est la Commune de Paris. Là. Ça, c'est, l'insurgé qui est pas tout à fait terminé, mais c'est sa collaboratrice qui va le terminer, qui donne une lecture merveilleuse aussi, parce que la façon dont l'histoire, en fait, il y a un drôle de rapport avec le temps. Enfin, bref, on en reparlera à un moment donné. Là, mais... Puis là, bien, ça, c'est les livres de référence avant qu'on parte dans la discussion, là, mais tu sais, il y a le livre ici, Blanqui. Au centre. Ah ouais. Blanqui. Gustave Geoffroy, c'est un contemporain, lui, hein, non? Non, lui, il était là. Il était là. C'était un journaliste de l'époque. Oui, mais c'est un contemporain de Blanqui. Oui. Oui, puis non. Vers la fin. Il a voulu vers la fin, oui. OK. Puis, bien sûr, ça, c'est le livre que moi, je me suis beaucoup référé pour la chronique. C'est ça ici. Ça, vous avez de A à Z, vous allez de février à aller jusqu'à juin et même après. La Révolution oubliée, aux éditions de... Ça, c'est les éditions... je vais vous dire ça. La découverte poche. C'est ça. La découverte, vous le voyez ici. Et voilà. Eux aussi font des trucs intéressants, pas chers. C'est ça. Fait que, c'est rien que pour vous dire, c'est ça. C'était ça ma présentation, les amis. Donc, je vais enlever le partage. Arrêter la présentation. Et voilà. Bon. Donc, c'était ça. Ben, j'ai... je vous avais aimé. Oui, c'est un beau tour d'horizon. Puis... excusez, j'ai oublié. Juste avant, les ouvriers aussi dans les journaux, puis tout ça, je veux dire, les mots qui sont utilisés pour les décrire par les journalistes, les journaux, etc., les bourgeois. Complotistes. Séditieux, voleurs, pilleurs, violeurs, canailles, factueux. Ça, c'est des mots qui sortent beaucoup dans les journaux. C'est assez violent. Tu sais, la presse d'aujourd'hui n'a rien inventé. Hein? Non.
Le pouvoir qui contrôle le narratif marche main dans la main avec les médias qui sont généralement le relais du pouvoir. Puis on voit la même chose. On attaque, on diffame, on n'a pas de faits, mais on insulte. Puis c'est propre à ceux qui n'ont pas d'argument. Généralement, c'est toujours la même chose. Puis on conditionne la population avant de passer à l'acte. C'est ça. Puis il y a une autre citation, là, je ne me rappelle plus de qui ça vient, mais la radicalité de l'émeute, c'est une émeute. Tu sais, on dégrade, c'est pas une révolution, c'est pas une révolte, c'est une émeute, ne pouvait être que l'expression d'une radicale solitude. C'est beau, hein? Une radicale solitude. Oui. Très, très, très sympathique. Moi, j'avais écrit un truc qui résume un peu ça. Par curiosité, j'ai relu certains passages de Choses vues de Victor Hugo, notamment tout ce qui tourne autour de la Révolution de février 1948 et de la sanglante répression des travailleurs en juin de la même année. J'avais oublié que Hugo était un bourgeois avant d'être un écrivain. Il désapprouve février ainsi que la suite, cette chose appelée Deuxième République. Il aurait préféré la Régence à la République, expliquant maladroitement que celle-ci arrive trop tôt, la République. Il ne cesse de railler ceux qui ont fait février et on sent chez lui une forte amertume. Ça, c'est dans Choses vues. Ça, c'est l'analyse que j'en avais fait. C'est qu'il avait ses entrées chez Louis-Philippe. Il ne faut jamais l'oublier. En juin, quand les travailleurs se révoltent, et comme tous les bourgeois de la capitale, il chie dans son froc et approuve la répression. Il craint la vraie révolution, celle faite par le peuple. Pas un mot sur les massacres, ou si peu. En tout cas, trop peu pour l'auteur des Misérables. Ces mots sur le peuple qui se soulèvent sont terriblement durs et l'on peine à croire qu'ils sont sortis de sa plume. Il est figé sur une image de la pauvreté que je qualifierais d'idyllique. Le pauvre, ça doit être un honnête travailleur et ne pas se pervertir dans la chose politique, sinon qu'en approuvant le pouvoir en place. Dans la révolte des travailleurs, il y voit, j'ouvre les guillemets, l'héroïsme de l'abjection attaquant la civilisation. Ouais. Entendu que la civilisation ne peut être que celle des possédants. Rien de moins. Et quand il explique les causes, c'est par des raccourcis tellement simplistes qu'on en arrive facilement à croire qu'il était ou bien complètement déconnecté de la réalité, ou bien de mauvaise foi. C'est la pauvreté et son corollaire, la faim, car la pauvreté et son corollaire, la faim, sont pourtant au cœur de son chef-d'œuvre. Comment a-t-il pu désavouer la colère des hommes et des femmes de juin 1948 tout en écrivant au même moment ou à peu près Les Misérables? Et chose encore plus incroyable, et tu le dis, quand il prendra lui-même les barricades contre le coup d'État de Napoléon III en décembre 1951, il ne comprendra même pas pourquoi ces mêmes travailleurs ne lèveront pas le petit doigt pour les appuyer, lui et sa caste de bourgeois qui ont appuyé les massacres de ces mêmes travailleurs. Il y a pourtant une logique grosse comme les montagnes sur le coup d'État du 2 décembre 1951. Ce n'est qu'une révolte de bourgeois assassins contre un pouvoir de bourgeois assassins. Une scissure de l'élite, en somme. Le peuple ne s'y sent pas concerné. On ne peut pas le blâmer. Puis c'est exactement ça. C'est en fait décembre 1951, bourgeois contre bourgeois, le peuple n'embarque pas. Puis ce génie de la littérature française n'arrive même pas à comprendre pourquoi. C'est renversant de voir une si piètre analyse politique venant d'un gars comme ça. Je lisais les passages de Choses vues, j'étais là, mais comment il... Je me rappelle, je les avais lus, puis je te disais, calé, ça me fait plutôt. Mais là, mais. Ouais. Relis. Ouais, je les ai relus parce que la première fois que j'avais lu Choses vues, je n'étais pas au fait trop des. Bon, puis je me souviens que dans certains passages, il va voir le peuple, puis il se met, puis l'auréole. Lui, au début. Je n'ai pas peur du peuple. Ben oui. Puis là, il fait parler des travailleurs. Respect au grand homme. Ou les passes quand il décrit Blanqui, le nez, qui rappelle plus la vermine que l'humain. Il écrit bien. Il démonte. Tu sais.
Puis il démontre tous ces gens-là. Je sais quand il est en exil, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, voyons, Colin, de la commune, celle qui rentre dans les barricades puis il se fait tuer, il se laisse tuer. C'est Ah! oui, à la fin, là, qui Oui! mes livres sont pas là. Ouais, je sais de qui tu Mais en parles. tout cas, c'est un gars, puis il dénigre, tu sais, ils De sont l'Écluse. de l'Écluse. Ouais, Puis de il l'Écluse. dénigre devant Ouais. tout le monde à Ouais. Jersey, puis ils se vantent de ça. De l'Écluse, c'est le gars, le pacifiste, le gars de gauche qui a été là tout le long, puis de l'Écluse, il regarde, puis il me regardait d'un air triste. Probablement, il le regardait de Christ de Bourges, tu sais. Ouais. Comme... Ah! Mais en même temps, regarde, moi j'adore Victor Hugo pareil, là, mais on va lui donner le. Il a travaillé fort après la commune pour ramener les exilés. Ouais, je sais. Il a écrit des. Quand on sera rendu à la commune, il a écrit des choses aussi. Après. Ouais. Après. Pas pendant, parce qu'il était parti en vacances pendant. Ouais. Parce que dans Chose 2, vous voyez, on voit tout le temps, chaque fois qu'il y a une révolte, il s'en va en vacances. Il est toujours parti. Qui il n'est pas là. Hugo? Hugo, ben oui. Ah non, mais attends, là. En 51, puis le siège de Paris dans ce Non, mais Eric, attends, là. T'as pas besoin de dire qu'il se pousse, juste à lire ce qu'il a écrit. Je veux dire, le gars, il devient plus crédible. Là. Tu lis Les Misérables. Il y a des beaux passages dans Les Misérables. Ah non, écoute. 93, un discours d'un de ses personnages principaux, c'est beau sur le futur de la femme, le futur, tu sais, c'est comme la femme. Ouais, le futur de la femme, puis le gars qui tripotait ses femmes de ménage, puis tu le vois, en tout cas, avec des petits mots, des codes dans Chose Vue, là. C'est des historiens plus tard qui ont en tout cas, bref. Il y a un rapport avec une des filles tripotées, puis je dis tripotée, là, mais une amie de, je ne sais pas si c'est Louise Michel ou. Oui, il y a quelque chose, je me souviens pas. Il y en a qui disent avec Louise Michel aussi, là. Ben, non, pas vraiment, mais ils ont gardé une correspondance quand elle était. Ouais. Mais bon, regarde, c'est Hugo, c'est ça. Il n'y a pas un Hugo. Tu sais, Zola pendant comme. Regarde, tu peux tout. Il faudrait faire une chronique, une capsule juste là-dessus, les écrivains. Il y a un beau livre écrit là-dessus. Oui. Georges Sand. La commune des écrivains, entre la autres. crise de bourgeoisie. Écoute, dans la commune des écrivains, que là, je ne sais pas, là, mais à un moment donné, écoute, chapitre après chapitre. Puis, je me souviens, j'étais au chalet, je lisais ça, puis à un moment donné, j'ai arrêté. C'était. Les Goncourt. Les Goncourt. Les Goncourt! C'est les pires. Quand tu arrives à Valaise, mettons des passages de Valaise, c'est comme c'est respirer, tu sais. Après ça, c'est fort encore, tu sais, toute la critique du peuple, la critique de l'ouvrier. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais, tu sais, ils défendent leur truc, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils descendent l'ennemi, tu sais. Ils ont le pouvoir de la plume, tu sais. Ils savent qu'ils vont passer à l'histoire, qu'ils racontent ce qu'ils racontent va rester. C'est juste que souvent, les vaincus n'ont pas le même pouvoir de plume. Tu sais, tu vas avoir, avec le temps, tu vas avoir des Valaises, tu vas avoir des gens comme ça, mais ils vivent pauvres aussi, les Valaises. Oui, ils vivent pauvres. Ils payent cher leur. Ils se font bloquer en maudit. Oui. Valaise a payé cher son. Le gars, il est sur son lit de mort, puis la police vient quand même fouiller chez eux. La misère totale. Mais il a toujours resté vrai à son. Oui, puis j'encourage les gens à lire Valaise. Bon, peut-être, c'est sûr que pour te lancer dans la trilogie, peut-être le dernier livre, si tu n'es pas trop au fait de la Commune de Paris, tu vas peut-être mais n'importe qui peut lire L'Enfant, c'est magnifique, c'est une littérature. L'Enfant aussi, c'est drôle, là. Oui. Il y a un humour, ce gars-là.
écoute, c'est un précurseur, c'est un écrivain qui a un style à lui qui va amener l'écriture moderne. C'est un journaliste surtout, là, mais c'est toi qui disais ça amène peut-être Cavana. quand je compare l'enfant puis que je compare, mettons, les Ruskov de Cavana, ou Rital, c'est ça. Tu dis, oh, il a lu Falaise. Romain Gary, je sais pas. Mais quand il fait son livre, c'est le monde qui comme il écrit comme un monde. C'est pareil comme oui. Ça, c'est dans. C'est le journaliste, là, le chroniqueur à la presse, là, tu me disais, Foglia. Foglia, moi, je mettrais plus Foglia, Cavana. Ils ont le même passé, ils ont les mêmes références. Immigrants italiens à Paris, etc., en France. Ils ont un même regard. Mais oui, tu le voyais dans certaines chroniques de Foglia qui avait. Je me souviens à un moment donné d'une chronique de Foglia où il parlait d'une carte. Une carte topographique, une carte. Puis il parlait à quel point ça le faisait rêver. Puis j'ai retrouvé, c'était pas du plagiat, là, mais le même amour pour les cartes chez Cavana. Puis il y avait comme. Mais non, je dis pas. Non, mais. Je dirais pas que c'est du plagiat, mais. C'est quasiment la même génération. C'est le même parcours. C'est l'écriture qui peut se ressembler un petit peu. Ouais. Probablement les mêmes influences, les mêmes lectures. Cavana, c'est un lecteur de malade, puis Foglia, c'est un lecteur. Ils ont dû. En tout cas. Bref, peut-être. Je dis pas que Cavana a influencé Foglia, c'est pas ça, mais mon avis personnel, c'est qu'il y a eu. Foglia a lu Cavana, c'est sûr, certain. Mais on s'éloigne un peu. Là, on s'éloigne un peu, mais je voudrais, moi, cette capsule-là voulait vraiment montrer la classe ouvrière. Puis, tu sais, les ateliers nationaux, dans le fond, c'est comme le début du chômage. Ouais. On a créé un chômage, mais moi, c'est le côté tordu des brigades. Tu sais, comme tu as rendu ça comme une armée. Puis, tu as espéré que ça soit une armée pour toi après ça. C'est un peu c'est maladroit, là, mais on dirait que tout, à partir de février 48, tu as une désorganisation complète. On improvise des choses. Écoute, tu prends le pouvoir, puis en fait, la situation économique est complètement à terre. Donc, ça ne doit pas être évident d'essayer de redresser ça dans une démocratie naissante où tu viens de passer Louis-Philippe depuis 1830. Avant ça, tu avais la Restauration. Avant ça, tu avais l'Empire. Ça faisait longtemps. Tu travailles finalement à créer l'État moderne. Plus tard, il y avait un commentaire, mettons, pour l'Assemblée, le parlementarisme en France. Mais c'est encore embryonnaire. Parce que tu l'as pendant la Révolution française, mais c'est très restreint à des bourgeois. Tu arrives, mettons, la monarchie de Juillet, où tu as comme la Chambre des pairs, qui est comme ton parlement, d'une certaine façon. Mais ça aussi, ils apprennent à débattre. Ça, mais c'est entre eux. Mais là, tu arrives avec l'Assemblée dans la Deuxième République. Tu as quelques ouvriers qui sont élus, etc., mais pas tant que ça. Mais ils apprennent, à débattre. Puis après ça, ça t'emmène à ta Troisième République, qui est vraiment une assemblée de débats incroyables. Oui, mais c'est ça. Tu pars de 1789, OK? Révolution française. Tu viens d'abattre la royauté, 1000 ans de royauté. 1789, qui va s'échelonner avec plusieurs différents types de gouvernance jusqu'au coup d'État de Napoléon. Après, tu as eu la Convention, tu as eu après la Convention... le directoire. Le directoire. Tu n'as toujours pas de démocratie. Ensuite, tu as l'Empire qui dure jusqu'en 1815. Ensuite, Première Restauration.
Les 100 Ensuite, jours. Napoléon revient pendant les 100 jours. Deuxième restauration. Deuxième restauration. On T'as le fly, ouais, on c'est ça, fly mettons, jusqu'à 1830, la monarchie de Juillet. ouais, On repart jusqu'en 1848. Quelques mois d'une république qui devient sanglante. c'est ça. Boum, on retombe Deuxième Empire de 1850 à 1870. Ouais. Ensuite, un peu la Commune. Puis là, après, La c'est quoi? Troisième C'est la République. Troisième République qui est. Sur le dos de la Commune. Hein. Tu pars de 1789, puis finalement, tu roules jusqu'en 1871-72, Ouais. où là, vraiment, ça. Et la Troisième République qui va prendre beaucoup d'idées de la Commune. Oui. Pas dans les premières années, mais à Non, mais partir c'est, de 18. mettons, l'éducation. Ouais, Jules Ferry et compagnie. Mais puis moi, j'ai toujours dit, Éric, que la Révolution française n'est pas terminée. Non. Elle n'est Ouais, toujours non, pas terminée. Elle n'est pas terminée. Tu vas avoir le putsch de Gaulle en 58 qui va mettre à terre la 4e République. Là, on est sur la amène 5e. une 5e République qui est pas mal bonapartiste. Qui est pas mal, ouais, puis certains vont dire même monarchiste à partir du moment où, bonapartiste, là, on le voit avec, avec Macron, on l'a vu avec. Ouais, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Non. On est toujours en train de pédaler pour retrouver les idéaux de 1789 ou 1792 plutôt. 93. 93. La convention de 1793. Non, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui croient que, bon, évidemment, ça ne se passera pas de la même. Mais la construction d'un État souverain par le peuple, pour le peuple, est en perpétuelle construction. C'est toujours la même gang qui veulent empêcher ça, tout le temps. Mais oui, mais vous le voyez, c'est ça qu'on voit dans chaque révolution, mais c'est ça qu'on voit aussi les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. C'est dans la même voie pour moi. C'est la là, même. c'est plus proche de nous. Ouais. Puis ça a été flagrant. Les médias, les gouvernements, les politiques. J'ai hâte qu'on démontre, qu'on fasse ces capsules-là parce que tout ce qu'on fait là, tu sais, le monde, c'est l'histoire, oui, mais c'est une évolution. Il y a un lien, il y a toujours un lien, tout le temps. Ouais. C'est la pensée qui se construit, de peine et de misère, même si tu penses abattre le peuple, ses rêves. Il y a toujours une pensée qui va rester, puis ça continue. Tu vas toujours avoir des valaises, tu vas toujours avoir. Tu m'as envoyé un discours de Jérôme Rodriguez, invité à une université. À des étudiants. Oui, des étudiants. Wow, le gars, il drive en tabarnouche. Tu sais, les gars des Gilets jaunes, Ludowski, c'est super bonne aussi. Ils sont tous solides. Oui, mais c'est surtout, on en reparlera, mais ils ont été projetés, malgré eux, à l'avant-scène de l'événement. Ils vont faire l'histoire. Hein. Oublie ça. Ces noms-là ne seront pas oubliés. Puis, moi, ce que j'aime quand j'écoute Rodriguez ou Priscilla Ludowski, c'est ces gens-là, c'était des anonymes avant. Puis, du jour au lendemain, tu n'es jamais préparé à devenir un personnage public comme ça. Puis, on peut s'identifier à eux. Oui, mais chapeau à eux parce qu'ils le font bien, puis ils le font dignement, puis la parole qu'ils ont est porteuse d'espoir. Puis en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à ces gens-là. Oui. Mais ça, je pense que je me répète. Non. Alors, sur ça, avant de finir, ça n'a pas rapport avec la chronique, mais je voulais que mentionner, puis je sais que tu vas partir à rire, là, mais moi, heads up, on va revenir au mouvement syndical, etc. Heads up à Magali Picard, la nouvelle présidente de la FTQ, parce que la CAQ a reculé sur son projet de loi pour les retraites, pour l'instant. Il y a encore 4 ans. On sait que Macron a fait la même affaire, puis a reculé, a avancé, a reculé. Mais
c'est la seule, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est la seule représentante ou chef, tu peux dire, syndical, qui a vraiment soulevé le débat là-dessus. Puis, chapeau à elle. Honnêtement, Ouais, ils sont bravo. pas FTQ, puis bravo. Ça fait du bien. Ça fait Oui, du ça bien. fait du bien à entendre. Vraiment, là, c'est assez solide. Ouais. Donc, Alors, remets la chanson pour finir. ouais, on va remettre la chanson, OK. Puis, tu m'enverras le lien. Oui, c'est super. Ouais. Une belle découverte. Il doit y avoir les paroles quelque part. On devrait. Oui, même me dit qu'on peut les sortir parce que c'est connu. Ça doit être connu. On partage et on y va. Tu feras un fade-out, puis salut, Ouais. bonjour. 4 jours pleins et 4 nuits, l'ange des rouges funérailles. Aïe, aïe, aïe. Ses ailes sur Paris a soufflé le vent des batailles. Les fusils, le canon brutal vomissaient à flot sur la ville. Une fournaise de métal qu'attisait la guerre civile. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe, et que la haine et les discordes soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe. Il ne reste après ce grand deuil d'autre profit que la bataille, que des frères dans le cercueil et des prisonniers sur la paille. Ô République au fond des reins, ta justice doit être lasse. Au nom du peuple souverain, pour la première fois, fais grâce. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe, et que la haine et les discordes soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe. Je suis étonné, Eric. Oui. On enregistre encore? Oui, mais on va Oui, mais je suis étonné, c'est correct, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur 1848. Il n'y a pas beaucoup de documentation. Le pouvoir a fait en sorte que on a rapidement nettoyé les endroits où il y avait eu des tueries de masse. C'est comme si on a voulu effacer ça de l'histoire. Puis Machin, dans le livre que tu as montré tantôt, en parle puis quand tu arrives avec ça, je suis étonné. Je suis wow! J'avais jamais entendu parler de ça. Ça a été écrit un petit peu après, je pense, juste en 19. Ça a été fait, cette chanson-là. Et enregistré et mis sur YouTube. YouTube en 1849. Mais c'était une belle découverte. En tout cas, puis les ateliers nationaux, juste la description, c'est assez incroyable. Mais bonne soirée tout le monde. Ou bon matin, bonne nuit, bonjour, dépendamment à l'heure. All right. Ciao. Figé. Oui. Et on arrête ça.